Bonjour, chers professeurs. Bonjour, chers collègues doctorants. Nous voilà au terme de plusieurs années d'études et de recherche sur le thème spécifique, la conception d'un modèle intégrateur de financement local d'adaptation climatique au Mali, précisément dans le septentrion du Mali. Pour planter le décor, vous avez devant vous un agenda de présentation. Le grand 1, c'est le contexte et justification de l'étude. Le grand 2, le champ de la recherche, la problématique, la méthodologie de la recherche, les résultats attendus, les contributions et recommandations managériales, les limites et pistes et nouvelles pistes de recherche, conclusions et perspectives. Je présente dans le contexte malien. Vous savez, le Mali est un vaste pays, 1 241 000 km², avec plusieurs types de climats. Nous avons le climat du désert, le climat sahélien, le climat soudano-sahélien, et bien un peu plus vers le bas, c'est le climat qui tend vers le climat forestier. Avec une population de 22 millions d'habitants. Le centre de la recherche s'inscrit dans le cadre du changement climatique à la recherche d'un financement. Selon le GIEC, le Mali fait partie des pays les plus vulnérables. Et les principaux facteurs de cette vulnérabilité sont la pauvreté galopante, endémique, les sécheresses, les inondations, une forte dépendance de la population à une agriculture pluviale, une forte migration de sa population vers l'extérieur et une démographie galopante ici, dont illustre le schéma. Ici, le changement est une réalité au Mali, personne ne peut le nier. Et l'État du Mali est conscient de cela, est à la recherche de solutions. À ce titre, le pays bénéficie de plusieurs types de financements dont je rentrerai dans les détails dans la partie problématique. Et nous avons pris un cas spécifique. Parmi les mécanismes qui sont là au Mali, c'est le Fonds pour l'environnement mondial dont nous allons étudier ce cas. Malgré la présence, comme je vous l'ai dit, de plusieurs types de financement au Mali, le constat est apte. Le pays est à la recherche de solutions dans le cadre de l'adaptation climatique. D'où la question principale dont nous sommes posés. De quelle stratégie le déploiement d'un financement local d'adaptation climatique au Mali peut contribuer au développement durable de ce pays? Si je ne sais pas si on a les mêmes diapos, j'ai déjà parlé du cas de la problématique ici. Comme j'ai dit, le Mali a élaboré et mis en place une politique assortie d'un plan d'action dans sa lutte contre les effets néfastes du changement climatique. Je l'ai dit au début, le pays bénéficie à tout titre de plusieurs types de financement issus de divers mécanismes, dont l'une des principales composantes est le Fonds mondial, qui est le FEM. Puisque le pays est à la recherche de solutions dans le cadre de sa lutte contre les effets néfastes du changement climatique, nous nous sommes posé la question, qui est la question principale de notre recherche, c'est de quelle stratégie le déploiement d'un financement local d'adaptation climatique peut contribuer au développement durable du Mali. Nous avons eu des propositions de recherche, c'est-à-dire l'implication de
l'implication de la diaspora malienne dans le financement de l'adaptation climatique a-t-elle un impact sur le mouvement migratoire au Mali? Aussi, est-ce que l'implication de cette diaspora dans le financement de l'adaptation climatique est-elle un facteur de cohésion sociale? Aussi, le financement de l'agriculture familiale par les populations locales est-elle un facteur de diminution de l'expropriation des terres? Parce que ce phénomène existe ici au Mali. Les gens sont obligés de vendre les terres pour se faire un peu d'argent et finalement, les paysans ne sont plus propriétaires de leurs terres. La méthodologie de la recherche que nous avons adoptée, c'est un positionnement épistémologique basé sur une méthodologie qualitative. Au cours de nos travaux, nous avons mis l'accent sur deux aspects, l'aspect théorique et l'aspect pratique. L'aspect théorique consistait à analyser les documents existants, les anciens documents aussi dont j'ai parlé, ça c'est les documents, la charte du royaume Soso, c'est les documents qui existaient dans les terroirs du Mali. Nous avons analysé ces documents et nous nous sommes déplacés sur le terrain. Ça, c'est l'aspect pratique. Cette méthodologie avec, bien sûr, une dimension empirique, parce que nous avons mis l'accent sur cette dimension empirique. Même l'accoutrement dont nous avons porté, dont je porte actuellement, ça compte dans cette zone. Raison pour laquelle nous avons mis l'accent sur cette dimension empirique, qui reposait essentiellement sur des interviews, des observations et des analyses de contenu des documents, des anciens documents, des très peu de documents, tels que la charte du royaume Soso, où nous avons mis des mois, et la charte de Kouroukafuga, qui date de 1245, nous avons mis du temps pour les disséquer, pour les comprendre. Et cette approche qualitative nous a permis d'explorer au fond les expériences et les récits auprès des acteurs locaux. Nous avons mené des entretiens semi-dirigés avec diverses parties prenantes, les agriculteurs, les notabilités, les hommes de casse, ainsi de suite. Et certains entretiens nous ont permis de recueillir des données riches et contextualisées. Nous avons utilisé aussi la technique de l'observation participante. Afin de mieux comprendre cette dynamique, il fallait être avec eux, il fallait comporter les mêmes habits qu'eux, il fallait manger dans le même plat qu'eux pour savoir réellement, pour ne pas trop influer sur les résultats, pour qu'ils se sentent à l'aise, les ruraux. Nous avons analysé les contenus et nous sommes fait aider par les vieux chercheurs, les contenus des chats de Kouroukafuga et le contenu du chat du royaume Soso qui date de 1245. Et après cela, nous avons essayé de former différents types de groupes à travers dans les ateliers. Et ces groupes nous ont permis de classifier, et de donner différents types de classes, parce que là, c'est un aspect très important dans cette zone. C'est une zone où les hommes de casse sont les plus délaissés. Donc, il fallait comprendre et mettre en place des groupes et afin de recueillir ces données, ces différents groupes, et de procéder à des techniques de croisement dont nous avons appelé à des méthodes classiques, dont je reviendrai là-dessus. Et l'éthique a joué un rôle très important dans cette zone. Parce que dans cette zone, il fallait se lever le matin pour venir saluer le vieux. Les vieilles personnes, il fallait manger, se laver ensemble, les mêmes accoutrements, ne pas porter des vestes, ils vont se sentir lésés. Les données, je n'en reviens pas là-dessus, j'en passe, j'ai déjà parlé des données. Le Fonds pour l'adaptation climatique bénéficie de plusieurs aides ici au Mali, telles que le FEM, dont la situation du FEM en voici, dans sa composante
financement de l'adaptation climatique qui a été créé en vertu du protocole de Kyoto. Ici, nous avons essayé de schématiser un peu le travail sur la méthodologie utilisée. Ça, c'est en gros. Les résultats attendus de cette recherche, les populations et les communautés doivent être formellement considérés comme étant des acteurs incontournables pour la réussite de cette transformation. Le changement de leur mindset sur les projets qui les intéressent directement. Il fallait reconnaître leur statut d'acteur. Les résultats pas attendus, les résultats obtenus, j'en passe, je vais corriger, c'est les résultats obtenus, parce que c'est après demi-attendu, les résultats obtenus. Il y a une reconnaissance du statut des acteurs locaux, la place. Il y a une émergence et diffusion de projets innovants, principalement dans le secteur de l'économie solidaire. Il y a une création d'une banque associative ou mutualiste dans la zone afin d'assurer une mobilisation optimale des transferts diasporiques. Il y a eu la construction d'une identité culturelle autour de cette banque et la création et la diffusion de micro-projets entrepreneuriaux, excusez-moi, et l'émergence au Mali d'une nouvelle classe de nouveaux entrepreneurs dans le secteur de l'économie solidaire. Et nous avons élaboré et proposé aux autorités maliennes un projet de loi sur la réforme bancaire au Mali qui est en voie de finalisation actuellement. La transformation et l'amélioration du système bancaire malien actuel en explorant les opportunités disponibles dans la régulation de l'espace monétaire de la Banque de l'Afrique de l'Ouest. En ce qui concerne les contributions et les recommandations managériales, il s'agit de renforcer l'implication systémique des acteurs locaux depuis la conception des projets jusqu'à leur mise en œuvre, de mettre en place un système d'information adéquat afin d'informer la population locale sur les menaces et les conséquences du changement climatique. Et il s'agit de mobiliser davantage le transfert diasporique au Mali, de créer une institution bancaire, de diffuser une culture entrepreneuriale, de réformer et restructurer le système bancaire national et régional actuel afin d'assurer la mise en œuvre effective des recommandations formulées. Et en conclusion, les résultats nous ont permis de proposer un modèle que nous disons enraciné, d'aucuns d'autres peuvent avoir d'autres qualificatifs. Nous disons enraciné. En revanche, cette dynamique au Mali permet de recevoir plus d'aide, de recevoir plus d'aide financière issue de la diaspora qui pourrait être réalisée, qui pourrait être investie dans le projet d'adaptation. Parce que pour en revenir un peu, excusez-moi, ici, la diaspora envoie une manne financière importante dans les familles, uniquement à des besoins pour des fins. Nous avons essayé de rentabiliser ces envois de la diaspora. Les perspectives, en ce qui concerne les perspectives pour les recherches futures, elles doivent être orientées sur une meilleure connaissance des pratiques ancestrales. Ici, au Mali, je prends un exemple. Dans la zone où nous avons été, quand l'hivernage s'approche, on dit, ah, attention, tel oiseau est là, tel oiseau n'est pas là, telle plante a germé, telle plante n'a pas germé. Les gens se font déjà une idée sur la qualité de l'hivernage. Il s'agit bien sûr de mieux orienter, de mieux cadrer. Et puis, ça, c'était des
cet aspect était annonciateur de pluie. Là, nous avons été épatés. Et vous avez dit même, ils avaient dit au niveau des charlatans, excusez-moi du terme, ils ont un terme, ils utilisent le langage binaire avec des 0 et des 1. Et nous avons vu, avec ces langages binaires, ils parvenaient à savoir si la pluie est bonne ou pas bonne, mauvaise. Nous sommes là-dessus, puisque ce n'est pas facile. Avec les limites de cette recherche, il y a le biais du chercheur. Ma présence peut influer sur les résultats, parce qu'ils diront qu'il y a quelqu'un qui est venu. Mais ce qui m'a un peu favorisé, ça c'est le cousinage à plaisanterie qui existe au Mali, qui fait en sorte que les Soninké ne peuvent pas refuser certaines choses à mon ethnie, qui est l'ethnie malinké. En ce qui concerne la généralisabilité de ce projet, on ne peut pas généraliser ce projet, mais souvent on peut l'adapter à un contexte. La limite temporaire, c'est les générations qui changent. Les données aussi peuvent changer. Donc, il faut voir l'évolution future des mentalités de la communauté. Il y a la qualité de l'échantillonnage qui peut ne pas être très représentatif au niveau du village parce qu'on a eu des refus au départ. Et puis, les participants aussi avaient des attitudes souvent un peu réticentes, en fait, de ne pas répondre parce que souvent, quand tu parles trop, les parents vont vous engueuler. Et aussi, le pays, la situation sécuritaire du pays n'était guère favorable, car souvent, on a eu du mal pour accéder, à certaines zones. Souvent, on se cachait 1 semaine, 2 semaines dans la brousse pour pouvoir accéder à certaines zones. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été du tout facile. Et ici, vous avez quelques éléments bibliographiques, il y en a tant d'autres dans le sujet. Cher monsieur, cher représentation, cher professeur, je vous remercie.